Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors que va s'ouvrir ce que certains appellent le chantier du siècle en France, avec la construction de 6 voire 14 EPR, les travaux de Penly, donc des 2 premiers réacteurs, vont démarrer en juin 2024, dans ce qui sera probablement à date le plus grand chantier en Europe. Les chantiers nucléaires précédents et en cours nous ont rappelé à quel point, au cœur de la performance de l'accélération nucléaire, il y aura effectivement cette phase de construction. Donc c'est pour nous l'occasion de prendre un pas de recul pour rebalayer les enjeux critiques de cette phase de construction, également pour partager un retour d'expérience sur ces précédents chantiers, et puis surtout de mettre en perspective à quel point les modes de fonctionnement avec les partenaires industriels et également le digital peuvent, mais même doivent, contribuer à la performance des chantiers. Alors pour ça, on est très heureux de vous accueillir. On est également très heureux d'accueillir notre panel que je vais laisser à Yann le soin de vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Yann de Saint-Germain au sein des équipes, vice-président au sein des équipes énergie et utilities de Capgemini Invent. Pour animer cette belle discussion autour de la performance des activités de construction, nous avons donc Sylvain Lepage. Sylvain, tu es directeur construction et commissioning chez Advance et aussi ancien directeur construction sur le projet FA3 pour Framatome et aussi ancien directeur construction d'OL3 pour Areva. Nous avons également Sébastien Bacher, directeur du programme ILO nucléaire pour le projet SAES-OLC et ancien directeur de la mise en service sur le projet FA3. Et puis Thierry Jourdan, vice-président chez Capgemini, CTO de nos activités Intelligent Industry et leader de notre offre Smart Asset. Donc pour démarrer, ma première question, elle est vers toi, Sylvain. Finalement, quels sont les principaux enjeux de la phase de construction pour la réussite d'un programme nucléaire? Bonjour à tous. Allô, oui. Bonjour à tous. Les principaux enjeux, c'est que la phase de construction est une phase particulièrement critique dans le sens où on va assembler pour la première fois toutes les fabrications et on va essayer de mettre tout ça en musique pour le transférer aux essais puis à l'exploitant. C'est encore plus d'enjeux sur le programme de l'EPR2 avec le phénomène de série. Et c'est une phase qui va mobiliser du personnel. Donc on a deux gros enjeux, c'est 10 000 personnes à peu près pour 2 tranches. Donc, et en plus, ça se réplique. Donc ce n'est pas des études qu'on fait qu'une fois, c'est une construction qu'on va répliquer dans le temps, de multiples fois, et a priori 6 et potentiellement 14. Merci Sylvain. Du coup, on a autour de ce panel quand même pas mal d'expérience sur le chantier. Une question pour toi, Sébastien. Quel REX vous tirez des programmes EPR précédents et quelles vont être les dimensions critiques à sécuriser sur la phase de construction des prochains programmes EPR? Bonjour à tous déjà. Donc on peut tirer beaucoup de REX de Flamanville évidemment, mais je vais quand même retenir 3 points. Le premier, c'est ce qui a été très compliqué pour nous sur le chantier, c'est de maîtriser la configuration. Maîtriser la configuration au sens très large du terme. Et je peux donner une illustration. C'est parce que nous n'avons pas été capables sur Flamanville d'avoir un véritable jumeau numérique de la centrale qui intégrait toutes les études d'exécution, tous les corps de métier de tous les fournisseurs. En fait, on a eu à traiter des milliers de non-conformités et de modifications sur site pour traiter des clashs de réseau entre de la tuyauterie, des chemins de câbles et autres corps de métier. Et donc ça, évidemment, j'attends qu'on le traite mieux pour les futurs chantiers. Et puis le deuxième, au titre de la configuration, ce qui était aussi très compliqué, c'est le suivi de la documentation. Et plusieurs fois, on a perdu, en fait, finalement,
le fil et la cohérence entre l'état du réalisé sur site et l'état de la documentation. Et j'ai un exemple, moi, qui m'a été particulièrement marquant, c'est quand on avait perdu la traçabilité des dossiers de conformité des preuves hydrauliques. Du jour au lendemain, on a dû faire venir 50 personnes pour créer un plateau documentaire dédié. Et j'attends évidemment que ça ne se reproduise plus demain. Voilà, donc ça, c'est maîtrise de la configuration, c'est fondamental. Le deuxième gros point, c'est améliorer la préparation et finalement la séquence des activités de montage et de construction. Ça aussi, c'est crucial. Un seul chiffre. Pendant des années sur Flamanville, malheureusement, on avait du mal à faire plus de 40% de taux de transformation de planning. C'est-à-dire que concrètement, tous les mois, par rapport à ce qu'on avait planifié, on a réalisé moins d'une activité sur 2. Donc ça, évidemment, je pense que demain, on est capable de faire beaucoup mieux. Et enfin, le troisième point, c'est je pense que finalement, le chantier de demain, c'est aussi faire moins de choses sur le chantier. Et je pense que c'est déporter beaucoup d'activités qu'on a fait traditionnellement sur le site, qui est un goulot d'étranglement, comme le rappelait Sylvain, en fait, hors du site, avec des préfabrications, de modularisation. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est un gros enjeu de demain aussi. Ok. Merci Sébastien. Une question, Sylvain. On voit que finalement, sur le chantier, c'est une multitude d'intervenants. En quoi, finalement, les modes de fonctionnement avec vos partenaires industriels vont être critiques pour la performance du chantier? Les partenaires, c'est une question fondamentale déjà. Le chantier, si on est dans les chiffres un petit peu, c'est 10 000 personnes. C'est une centaine de partenaires qu'il faut coordonner. C'est plus de 1000 tâches à la semaine, plus de 100 tâches par jour à réaliser et à essayer de faire ça dans un lead time d'efficience et de performance. Donc maintenant, il est indispensable qu'on change un peu notre façon de travailler. Il est indispensable aussi qu'on ait accès à la dernière data au dernier moment et à chaque instant. Donc je pense que travailler autrement avec nos partenaires, ça va être travailler dans ce qu'on appelle maintenant l'entreprise étendue. C'est-à-dire que chacun a accès à l'information à l'instant T et on peut capter tout ce qui est modification, tout ce qui va être dernière data au moment de réaliser. C'est aussi tout ce qui est remontée d'informations. Et donc là-dessus, on est en train de travailler avec tout le monde et on est preneur de toutes les bonnes idées. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est vraiment optimiser notre temps, avoir les remontées d'informations du terrain aussi pour pouvoir avoir nos prérequis, les garantir, avoir la dernière configuration à date, venir qu'une fois et ne le faire qu'une fois. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de demain sur les chantiers EPR. On ne peut pas dire autre chose. Il faut absolument qu'on change notre mode de fonctionnement, qu'on arrête le papier, qu'on ait accès à tout ça, qu'on puisse tout de suite coordonner nos sous-traitants. Et bon, ça va dans les démarches de sécurité, de qualité et de maîtrise de la configuration qui, quoi qu'on en dise, à la fin, c'est l'ultime jalon, quoi, puisque c'est comme ça qu'on commence à démarrer, transférer aux essais et exploiter. Merci Sylvain. Et du coup, j'entends dans ta réponse que le numérique va jouer un rôle. Sébastien, finalement, en quoi le numérique va être clé de ton point de vue pour la performance des activités de construction? Alors, je crois beaucoup au numérique pour une meilleure productivité des chantiers de demain. Finalement, je vais citer 3 points ou 3 bénéfices que j'attends immédiats du numérique demain sur un chantier. Le premier, c'est aligner et coordonner l'ensemble des acteurs en temps réel. Enfin, Sylvain l'a bien dit en fait. Demain, grâce au numérique, on va être capable de remonter l'état du réalisé, l'état de la documentation, l'état du réalisé en temps réel, et on va être capable d'améliorer énormément la coordination et l'alignement des acteurs sur le même objectif. Donc ça, c'est un gros facteur de productivité. Ça a été très dur en fait d'intégrer l'ensemble des plannings sur le site de Flamanville. Sylvain l'a dit, avec plus de 200 entreprises à coordonner, c'est 100 plannings qu'il faut intégrer, 100 plannings qu'il faut coordonner. Demain, le numérique peut nous aider à faire tout ça, évidemment, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Le deuxième point, c'est que le numérique va nous aider à gérer la complexité, au sens où il va nous aider à gérer le flux d'informations énormes qui sont nécessaires à tout instant pour gérer l'ensemble des process du chantier. Et gérer cette complexité, ça va nous aider à anticiper et à mieux gérer les aléas.
Parce que le premier levier, c'était finalement aligner, coordonner l'ensemble des acteurs. J'attends aussi du numérique qui nous aide à nous adapter. Puisque nous saurons exactement à quel état nous serons, puisque nous saurons exactement quelles ressources sont disponibles, en cas d'aléa, on sera capable de redistribuer, on sera capable de changer notre plan pour toujours être productif. Et le troisième levier, ou ce que j'attends, c'est le dernier levier de productivité, c'est évidemment changer radicalement les manières de faire et de faire de chantier avec toutes les applications en mobilité, pour supprimer le papier, Sylvain l'a mentionné, c'est fondamental. Aussi pour améliorer, par exemple, avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire être capable d'avoir un lien direct et immédiat entre le site et puis le back-office pour l'appui, pour le traitement des écarts, des modifications, etc. Donc on a énormément de manières, énormément de leviers avec le numérique et ça va être un gain de productivité énorme pour demain. Merci Sébastien. Du coup, je me tourne vers toi Thierry, avec ton expérience des transformations digitales industrielles. Finalement, quels vont être les points clés à sécuriser pour exploiter pleinement le potentiel du numérique au service de la performance des chantiers? Merci Yann. Tout d'abord, le sujet du numérique, beaucoup l'abordent avec l'outil. En fait, l'outil, sur des décennies, il va changer. Les technologies, elles sont obsolètes très rapidement. Le numérique, ce n'est pas l'outil, c'est la donnée. Et c'est l'information que représente la donnée, et cette donnée, sa fiabilité. Donc d'abord, avant de parler de transformation à l'échelle, il faut parler de transformation de processus pour produire et certifier des données, émettre des données vers les gens en aval du cycle, mais aussi être sûr de pouvoir comprendre et réceptionner les données de ceux qui sont en amont. Donc la grosse transformation, elle est du documentaire, du document-centrique, avec des processus de gestion, de configuration basés sur de la donnée, et plus sur des preuves documentaires, des documents signés. Je sais que sur Flamanville 3, il y a eu beaucoup d'efforts faits sur la maquette d'ingénierie, mais contractuellement, ce qui est passé aux exécutions, c'est des plans papier signés. On a une richesse d'informations, mais on ne la transmet pas à ceux qui vont s'en servir. Et du coup, on ne peut pas reboucler sur, on constate quelque chose, comment on remonte l'information à ceux qui doivent évaluer s'il y a une non-conformité, si elle est acceptable, si elle nécessite un réassessment et une modification concrète. Donc le gros changement va être sur les processus, va être sur la continuité de l'information, ce qu'elle représente, ce qu'elle signifie, sa capacité à circuler à l'intérieur de l'entreprise. On parle de barrières avec l'entreprise étendue qu'il faut lever, mais il faut aussi lever ces barrières à l'intérieur de l'entreprise pour que tout le monde s'appuie sur le même référentiel de données et pas chacun produit des données pour, in fine, faire un livrable qui est un document. Et la preuve, c'est le document. Donc on a tout perdu, on a beaucoup de richesses de données, mais on ne transmet rien de cette richesse au cycle aval. Associé à ça, un autre élément clé de la transformation, c'est la contractualisation avec les parties prenantes, de contractualiser non plus sur des livrables documentaires, un dossier d'exécution qui est papier ou même numérique parce qu'il va être PDF. Le PDF, ce n'est pas de la donnée, c'est une représentation neutre de l'information. Donc on peut très bien avoir des preuves documentaires qui sont juste des images, des données, mais ça veut dire qu'on véhicule avec les données leur authentification, leur certification, les gens qui les ont validés. Donc on ne va plus valider des documents, on va valider des data. Et ces data, avec leur certification, leur authentification, vont être circulés vers les différentes parties prenantes. Donc au sens des achats, au sens des méthodes qualité, comment je transforme un processus qui, depuis un certain nombre de décennies, est basé sur des revues documentaires
en processus qui s'appuie sur des revues de données et quels que soient les acteurs dans le cycle. On parle contractualisation, fluidité des données. Ça veut dire qu'il y a aussi une question contractuelle sur la propriété et le droit d'usage de l'information. Cette question de copyright qu'on trouve en bas des documents, comment on la traite quand on ne l'a pas sur une image, mais qu'on doit l'avoir avec les données. Donc contractuellement, il y a une transformation du modèle de gestion des données, de la manière de les contractualiser, de les gérer et de les protéger versus la propriété intellectuelle. Donc on n'est pas... le numérique, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas ça, c'est tout ce qu'il y a en dessous, sous l'eau de l'iceberg, avec toute la complexité que ça veut dire à trouver un commun dénominateur, un langage commun basé sur la donnée et mettre la donnée au profit de l'efficacité des processus métiers, accélérer la transmission des données et aussi, grâce aux technologies, simplifier la collecte des données. Souvent, on dit on va exposer des données à un utilisateur. Le point, c'est qu'il va les consommer. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il saisisse de la donnée. Que celui qui fait un job sur le chantier, il saisisse vite et correctement la preuve de ce qu'il a fait. Donc il faut utiliser la technologie pour lui simplifier la vie, pour que la collecte des données, de son point de vue, soit un no-brainer et qu'il puisse renvoyer les données, comme disait Sébastien, des données sur l'état réel de l'avancement de l'installation pour pouvoir avoir le workfront pour préparer les étapes suivantes. Merci Thierry. Une question un peu à bâton rompu à vous trois. Finalement, le chantier numérique, la vision du chantier numérique, c'est quelque chose qui peut être extrêmement complexe, protéiforme. Pour vous, finalement, quelle est la bonne approche, la bonne façon de construire cette cible du chantier numérique? C'est une vaste question. Ouais. Mais je dirais qu'une des clés de succès pour moi, c'est penser utilisateur. En fait, il faut que, je pense que Thierry l'a bien dit, en fait, le chantier numérique de demain, c'est pas une question d'outils, c'est une question de transformation des utilisateurs, de nos process, question de digitalisation de nos process. Et je pense que si on veut réussir, parce que c'est complexe, parce que c'est protéiforme, il faut qu'on commence par des petits bouts, il faut qu'on pense utilisateur. Donc il faut prendre les utilisateurs, et il faut regarder comment ils travaillent et il faut faire en sorte de digitaliser leur manière de travailler, aussi simplement que ça. Et c'est cette association dès le départ, un petit peu bottom-up, en partant de l'utilisation finale, je pense qu'il va nous aider à bâtir les briques. Je ne crois pas en des solutions miracles immédiates, je pense plutôt que c'est process par process, petit bout par petit bout, en partant de l'utilisateur qu'on va y arriver. Oui, je pense que Sébastien l'a bien dit. Déjà, il faut se rappeler qu'un chantier, c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est les utilisateurs qui vont se répéter des multiples fois. Je pense qu'il faut aussi qu'on passe la barrière de la propriété et de dire j'ai toujours fait comme ça. Et le point clé, il est vraiment la data, quoi. Il est de se dire, en fait, c'est une donnée. Peu importe la forme, comment elle est environnée, c'est une donnée. Et je dois pouvoir cliquer, je dois pouvoir interfacer très rapidement pour démontrer que je l'ai fait correctement, comme c'était prévu, et enregistrer mon résultat, passer à autre chose. Et je pense que ça va être vertueux parce que les gens vont s'apercevoir très rapidement qu'ils produisent plus et ils sont fiers de produire. Quand on est sur le chantier, les gens sont fiers de produire. Il n'y a rien de pire que d'avoir des salariés qui passent leur temps à attendre. Le compagnon, il a envie de produire, et il est fier de produire. Donc plus il aura produit, et plus il sera content. Et nous aussi, indirectement. Si je peux rajouter un message du point de vue, on va dire, du passage à l'échelle. Je suis complètement d'accord avec ce que disent Sébastien et Sylvain. Il y a une question néanmoins d'arriver à intégrer une dynamique sur un prisme
end-user, l'utilisateur, comment il va consulter les données, produire de la donnée. Mais pour arriver à intégrer ça sur 2 axes. Un, l'assemblage de toutes ces données-là pour permettre toute la gestion du chantier, les différentes disciplines métiers, la centaine d'entreprises à coordonner, les 10 000 personnes sur le chantier. Il faut que ces éléments-là s'intègrent dans une plateforme qui va être robuste et qui va progressivement soutenir la montée en puissance du système. Pas uniquement pour le premier chantier, mais aussi pour pouvoir permettre d'utiliser les données captées sur le premier chantier à des fins de retour d'expérience et d'amélioration de la planification et exécution des chantiers suivants. On fait aujourd'hui beaucoup de REX à partir de documentaires, mais c'est des gens qui vont lire des documents qui vont proposer du REX. La donnée va permettre une puissance d'analyse des causes, de recherche de causes, de simulation de nouvelles séquences, etc., qui vont être de manière énorme en termes de levier de performance, à condition qu'on ait pu utiliser les données, les avoir agrégées sur un ensemble qui permet de corréler les différentes données de la conception, de la prévision de planning des activités et de la réalité de l'exécution de ces activités et d'identifier la cause du jalon qui a engendré le retard ou l'incapacité à produire, comme tu disais tout à l'heure, à produire plus de 40% des tâches ou moins de 50% des tâches prévues. L'objectif, c'est quand même de s'approcher. Alors les 100%, c'est impossible, on le sait sur les chantiers, il y a toujours des aléas, mais se rapprocher du 80% pour être dans une dynamique d'amélioration continue. Merci. On voit finalement que la transformation numérique des activités de site, ça va être un vaste défi. Ma dernière question pour terminer, elle est pour vous, Sébastien et Sylvain. Finalement, quel est votre message vers l'écosystème, vers les partenaires industriels en conclusion pour réussir cette transformation numérique? Mais finalement, je vais revenir sur un point qui a déjà été dit, mais qui est fondamental pour moi, parce que le numérique, c'est une transformation qu'on a commencée il y a déjà plusieurs années, mais c'est une transformation profonde. Et ce n'est pas une transformation des outils, c'est une transformation de nos process. Et je veux quand même insister là-dessus. Je pense qu'il faut tous, et ça rejoint le concept d'entreprise étendue, ce n'est pas une question du client versus les fournisseurs, c'est une question de tous les acteurs du chantier qui arrivent à comprendre que cette transformation, c'est être plus efficace, avoir une meilleure sécurité, une meilleure qualité des activités, donc forcément une meilleure adhérence au planning demain et des coûts plus faibles. Et donc il faut que tous, en fait, on comprenne que c'est nos manières de faire qu'il faut transformer. Et c'est d'abord nos manières de faire côté utilisateur. Voilà. N'attendez pas de miracle des outils, ils sont là. La transformation viendra d'abord de nous et de nous tous, en fait. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Allô, oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que maintenant, on a un challenge devant nous qui va prendre des décennies et il faut qu'on se fasse un collectif. J'ai vu beaucoup de travaux qui passaient par le GIFEN là, pour la digitalisation, l'harmonisation, etc. Je pense qu'il faut qu'on fonce dedans. Il n'y a pas de propriété, il y a tout le collectif des partenaires industriels français qui participent à cette aventure. Et maintenant, il faut y aller. Il n'y a que ça. Et puis, il ne faut pas se fixer sur le paraître. Maintenant, on est sur faire un outil industriel. Il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit performant. Et pas plus à dire. Message final très clair. Merci beaucoup à vous trois. Et merci à tous de nous avoir écoutés sur ce beau thème. On peut se retrouver, si j'ai bien compris, pour poursuivre les échanges dans la petite salle derrière. Voilà. Merci beaucoup.